Donc, je vous propose de commencer sans attendre davantage. Bienvenue à cette sixième séance du séminaire du Centre d'études de l'écriture et l'image Talim consacré à la question de l'intervalle. Nous attendons encore un des deux intervenants, mais nous commençons quand même. Donc, la modératrice aujourd'hui sera Alice Bianchi, qui va présenter nos deux intervenants et aussi commencer à animer la discussion. Alice Bianchi est maîtresse de conférences à l'Université Paris-Cité. Elle est historienne de l'art, spécialisée en histoire de la peinture chinoise. Sa thèse était intitulée Mendiants et personnages de rue dans la peinture chinoise des Ming et des Qing. Et c'est ça, Qing, hein. Et ses recherches portent sur la peinture de genre à l'époque impériale tardive et sur la représentation de la catastrophe dans les arts visuels chinois. Alice Bianchi s'intéresse aussi à la question de l'écriture de l'histoire de l'art en Asie orientale et aux échanges artistiques entre la Chine et le Japon à l'époque prémoderne. Alice Bianchi vient de publier en collaboration avec Lise Jankowski, c'est ça? Lise Jankowski, un ouvrage intitulé The Social Lives of Chinese Objects chez Brill. Je crois que c'est l'année dernière, mais on peut l'acheter seulement depuis quelques mois. Elle nous en dira peut-être un petit mot tout à l'heure. Ah oui. Et je précise aussi qu'avec Anne Kerlan et Michela Bussotti, Alice Bianchi co-dirige un séminaire qui est organisé à l'EHESS et qui est intitulé « Histoire de la culture visuelle en Asie orientale », dont le programme sera annoncé, peut-être, enfin j'imagine, avant les vacances d'été. Donc il y aura sans doute des exposés extrêmement intéressants qui seront programmés. Alors je lui laisse tout de suite la parole pour présenter nos deux intervenants. Merci. Merci. Oui. Bonjour à tous. Merci Marianne pour ta présentation. Merci de m'avoir invité pour animer, modérer cette séance qui est la sixième du séminaire intervalle objet, discours, pratique, lors de laquelle nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants. Voilà, l'un d'entre eux n'est pas encore avec nous, mais je vais quand même l'introduire. Je vais peut-être commencer en inversant l'ordre par rapport à l'ordre dans lequel on avait au départ pensé les faire intervenir, et commencer par notre intervenant qui est à côté de moi, Laurent Long. Merci d'être là. Donc Laurent Long qui a obtenu son doctorat à l'INALCO avec une thèse sur les 7 classiques militaires dans la pensée stratégique chinoise, et qui depuis, vous me corrigerez si je me trompe, mais plus de 30 ans, travaille en tant que non seulement graveur de sceaux, il est aussi expert en inscription chinoise, il maîtrise et aussi un calligraphe, il maîtrise parfaitement les formes archaïques de calligraphie. Il est membre, et ça c'est quelque chose sur laquelle vraiment je tiens à insister, de l'Académie d'art sigillaire de Xiling en Chine. C'est une académie très prestigieuse qui a été fondée en 1904, et Laurent Long est le premier occidental à avoir été à devenir membre de cette académie. Il est aussi membre de la Société asiatique, donc il expose son travail à Paris, en Chine. Il travaille aussi en tant qu'expert, il traduit des inscriptions pour des galeries, des maisons de vente, aussi pour les musées, je pense, notamment des collaborations aussi avec le musée Cernuschi, pour ce que j'ai pu voir. Voilà, Cédric Laurent qui arrive. Il a une bibliographie très riche en français, en chinois. Je ne pourrais pas vous donner l'ensemble de ses publications, mais je vous signale tout de même un article récent qui s'intitule, qui a un lien avec la séance d'aujourd'hui, et qui s'intitule « Paysage dans un pouce carré chez les Chinois d'aujourd'hui, les sceaux dans leur rapport à l'image », qui est paru dans un numéro spécial d'Art Asie Sorbonne, et qui est, je l'ai fait moi-même, donc vous pouvez le consulter en ligne. Voilà, après, Laurent Long pourra compléter lui-même, et notre deuxième intervenant, le premier à vrai dire, dans l'ordre, je suis désolée, j'ai un peu inversé l'ordre, qui vient d'arriver
à l'instant est Cédric Laurent. Cédric Laurent qui est professeur à l'Université de Rennes 2 où il enseigne la littérature classique et aussi l'histoire de la littérature classique chinoise, bien sûr. Hein, c'est une double séance qui porte... Enfin, c'est une séance avec deux intervenants qui travaillent l'un comme l'autre sur la Chine, je vais peut-être oublier de le dire, et donc littérature classique chinoise et histoire de l'art de la Chine. Alors, ces recherches portent essentiellement, mais pas uniquement, sur les relations entre la peinture et la littérature, et il s'est concentré surtout sur la peinture de l'époque Ming, donc des œuvres qui datent du 15e jusqu'au 17e siècle essentiellement, et les liens donc, que ces œuvres entretiennent avec la littérature classique, mais il s'est aussi intéressé à beaucoup d'autres choses, à la peinture érotique, il a écrit sur la culture de l'encens, et aussi sur l'art contemporain. Lui aussi a un nombre important de publications à son actif, dont donc je me permets de faire un petit coup de publicité à l'ouvrage dont Marianne a dit un mot tout à l'heure, donc cet ouvrage qui est paru depuis pas très longtemps chez Brill sur les vies, disons, ce sont des biographies d'objets. Donc Cédric a écrit là-dedans un très joli article ou essai sur la peinture de méditation. Mais je signale aussi donc ces deux monographies, la bibliographie étant trop longue pour pouvoir tout citer. Donc un premier ouvrage paru en 2017 chez les Belles Lettres, intitulé Voyage immobile dans la prose ancienne, la peinture narrative sous la dynastie Ming. Et puis un ouvrage bien plus récent, paru en 2021, Retrouver son cœur, la méditation dans la peinture et la poésie chinoise du 15e au 17e siècle. On va peut-être à ce moment-là laisser la parole. Qu'est-ce qu'on fait? On va laisser la parole peut-être à Laurent Long. Comment on récupère la musique? D'accord, oui. Donc on va d'abord on va écouter Laurent Long qui donc nous présente une communication intitulée Connaît le blanc adhère au pourpre, espace et densité dans la création des sceaux chinois. Merci. Cette communication avait été à l'origine préparée dans la perspective du colloque Espace du blanc, concept et pratique de février 2021. Elle traitait davantage du vide de l'espace, variable et plus ou moins dense, que de l'intervalle, étymologiquement l'entrepieux, entendant des espaces réguliers et contrastés. Cependant, je resterai dans le domaine des étendues volontairement laissées dans une composition graphique ou picturale. Depuis Aristote, la nature a horreur du vide, et la pensée européenne a posé son impossibilité. Le vide est vu comme un manque, un défaut, du rien. En revanche, la pensée chinoise, principalement le taoïsme de Lao Tzu, l'a placé au centre de sa cosmologie et de son esthétique. Elle envisage le il y a, yao, non pas tant l'être que la manifestation, et le il n'y a pas, wu, le vide, non pas tant néant que lieu de toutes les potentialités. Wu est premier, c'est le ferment de l'univers. Je cite, « La multitude des êtres du monde est issue du manifesté, lequel naît de l'absence. » Fin de citation. À l'image du cosmos, le creux conditionne l'usage, la fonction des inventions humaines. Je cite, « Un 30 rayons convergent au moyeu, mais seul le vide pour l'axe donne sa fonction au char. D'un vase façonné d'argile, la concavité seule permet son usage. Une maison percée de portes et de fenêtres n'est habitable que grâce à l'espace intérieur. » Fin de citation. Le vide est encore appelé su, notion plus proche de l'absence de substance, de vacances, de manque, de faiblesse. Il s'oppose à che, plein, matière, force. Le soufflet est une image de ce mouvement puisque, je cite, « Vide, il ne s'épuise point, plus on l'actionne, plus il exhale. » Plus on l'actionne, plus il exhale. Fin de citation. Enfin, l'image du creux, de la vallée, de l'ombre,
concourt à inscrire ses conceptions dans le domaine du paysage et des couleurs. Je cite, « connaît le blanc, adhère au noir, soit la norme du monde. Chez qui est le modèle du cosmos, l'action constante du principe ne s'altère pas. Il retournera à la vacuité. » Fin de citation. Pour appréhender le rôle des espaces dans un sceau, sera d'abord abordé celui du vide, de l'absence et des blancs dans les disciplines de la culture de soi chez l'élite de l'ancienne Chine. Puis sera envisagé le rapport des lettrés à un art conciliant goût de l'antique et art graphique, ainsi que les principes esthétiques gouvernant l'équilibre du blanc et du rouge dans un pouce carré, un sceau. Enfin, des exemples significatifs illustreront cette recherche mieux que de longs discours. L'esthétique chinoise se conçoit largement comme l'exploitation d'absence, d'espaces vierges, de prolongements muets, de creux, d'inexprimés ou de potentialités non encore manifestées. Elle joue systématiquement d'écho, de résonance, infuse la vision d'espace dans les arts cultivés par l'homme de bien, calligraphie, peinture, poésie, musique. Le peintre lettré est un artiste reconnu, incarnant dans son œuvre le mouvement du cosmos. Le paysage, les rochers animés de végétation, fondent une élaboration esthétique où jamais la peinture n'est remplie. Brumes, nuées, plans d'eaux et fleuves restent pour l'essentiel vides, font parler l'absence, laissent le spectateur imaginer un au-delà des formes. Ainsi, cette œuvre de Mariuan, active vers 1190-1230, promenade printanière sur un sentier de montagne, est-elle concentrée dans son angle inférieur gauche. Un sentier, un lettré suivi de son page, 2 troncs d'arbres, seule une branche de saule et l'esquisse d'une crête de montagne noyée dans la brume se déploient ailleurs. Un vaste espace occupe le reste, les 2 colonnes de caractères ayant été rajoutées après coup par l'empereur Ningzong 1168-1224. Mais ce grand vide se trouve encore subdivisé par la branche principale du saule, ouvrant une première échappée juste devant le personnage. Le bord du sentier, un rocher et une branche feuillue délimitent un autre espace dans le coin inférieur droit. Peinture et poésie se répondent souvent sur un même support. Certains poètes d'étrangle laisseront des vers composés à peu près sur les mêmes principes, se terminant en écoulement vers l'infini. Je cite, « À l'ouest, l'ami laisse la tour de la grue jaune. Vers Yangzhou descend-il, dans les fleurs et les brumes. Sa voile solitaire disparaît au loin. Je ne vois que le fleuve couler jusqu'au ciel. » Fin de citation. Les notes de la sitar Qin, le mantiste laisse lentement mourir l'écho avant de reprendre son jeu. La succession de légers sons harmoniques produits sans appuyer les cordes sur la table d'harmonie réserve des espaces de silence, de grande fluidité dans un morceau. Ainsi, ce son gravé en 1547 par Wen Prang, 1498-1573, la cithare s'étue, appuyée à un pin, les grues me réjouissent, dit bien l'atmosphère des dernières mesures et le silence qui les prolonge. Dans cette pratique de l'honnête homme en quête de sagesse qu'est la gravure des sceaux, branche de l'art d'écrire, la notion de mise en page, zhangfa, la composition, fondée sur des espaces se répondant, est aussi fondamentale qu'en calligraphie ou en peinture. Sceaux et cachets ont un long passé en Chine, contemporain de l'écriture, remontant à la fin des Shang, XIIIe, XIe siècle avant notre ère. Cependant, ce n'est qu'à l'époque des royaumes combattants, moins 475 à moins 220, que l'emploi des cachets se répand et se diversifie. Apposés sur de l'argile comme en Mésopotamie, ils sont officiels, donnant force exécutoire aux actes de l'administration, ou personnels, fermant lettres et colis. Ils portent encore vœux, maximes,
ou figures auspicieuses. Les graphies archaïques tendront vers la rigueur et la régularité, qui atteindront leur apogée dans le style sigillaire anguleux des Khan, moins 206 et plus de 120, à la puissante simplicité. Les sceaux de cette époque témoignent d'une inspiration et d'un sens artistique tels qu'ils sont restés une référence fondamentale dans l'art des graveurs. Donc je reprends un peu. Donc les graphies archaïques tendront vers la rigueur et la régularité, qui atteindront leur apogée dans le style anguleux des Khan, moins 206 à plus de 120, à la puissante simplicité. Les sceaux de cette époque témoignent d'une inspiration et d'un sens artistique tels qu'ils sont restés une référence fondamentale dans l'art des graveurs. Le timbre humide ancré de rouge, devenu familier, apparaît au plus tard au VIe siècle. Les bibliothèques monastiques et les conservateurs de la pinacothèque et de la bibliothèque impériale commencent à s'intéresser à la qualité des cachets qu'ils apposent sur les sutras, les calligraphies et peintures de Sa Majesté. La nostalgie des gloires nationales à la fin du VIIIe siècle amène les lettrés à redécouvrir l'Antiquité, à fonder la paléographie. Plus encore sous les Song, 960-1279, la bureaucratie recrutée par concours et le mécénat impérial affirme la culture lettrée. Le cachet concilie alors merveilleusement deux passions, la calligraphie et les antiquités. Entourés du prestige de l'autorité de l'État, servant à marquer leurs autographes, peintures et collections, le sceau va aboutir chez les savants à la théorie et à l'esthétique d'un art à part entière. Appréciant le contraste de l'encre rouge des cachets sur un autographe ou une peinture, ils exigent une qualité digne du chef-d'œuvre qui va recevoir leur marque. Le sceau comme objet d'art existe bientôt pour lui-même, ainsi qu'en témoigne la publication des premiers albums d'empreintes Yinpu sous les Song. Deux facteurs vont encore davantage ancrer sous les Ming, 1368-1644, le cachet dans la tradition savante, le constituant en témoin des goûts et des aspirations des érudits, le mettant à la portée de tous les traits. La stéatite, plus facile à travailler que le bronze, le jade ou l'ivoire, devient le médium du sceau d'art, permettant aux lettrés de mettre eux-mêmes la main au burin. Le développement concomitant des sceaux de fantaisie, porteurs de citations, de bons mots, libère totalement l'inspiration du graveur. L'art sigillaire sera alors cultivé comme discipline à part entière. Les premiers artistes signent leurs œuvres dès la fin du XVIe siècle. À leur suite, l'art du pinceau de fer, le burin, est pratiqué jusqu'à nos jours par les peintres, les calligraphes, les littérateurs, les savants amateurs d'antiquité, dont l'œuvre est aussi individualisée et reconnue que celle de nos peintres et sculpteurs. Ainsi, Chibai Shi, 1863-1957, est-il aussi célèbre pour son œuvre peint et calligraphiée que pour ses cachets. Expositions, publication de recueils d'empreintes, réédition d'ouvrages anciens, sociétés de graveurs attestent la vitalité des pouces carrés, les sceaux, en Chine, à Taïwan, au Japon et en Corée au XXIe siècle. Les anonymes fondeurs ou graveurs de l'Antiquité n'ont pas laissé de traces de l'appréciation critique qu'ils pouvaient avoir des sceaux. Ce n'est que sous les Yuan, 1280-1368, plus encore sous les Ming, que se développe un regard d'esthète sur une réalité bien antérieure. Aux considérations générales succède depuis le XVIIIe siècle la critique de sceaux spécifiques, y compris par les créateurs eux-mêmes. Les lettrés s'intéressent à l'écriture archaïque, Zhuan, d'abord telle que connue par les inscriptions lapidaires antiques et par le premier dictionnaire étymologique, le Shuowenjiezi, description des figures et analyse des caractères, posé par Xu Shen aux environs de l'an 100. Ces graphies restent une référence fondamentale. Elles s'inscrivent dans un rectangle vertical dont la hauteur fait en gros 1,5 fois la largeur. De même pour la plupart des styles de l'Antiquité. Riches en courbes, au plein et déliés peu marqués, ils sont plus denses en haut qu'en bas.
Depuis la fin du XVIIIe siècle, les calligraphes chercheront cependant à insuffler un mouvement, à faire sentir le rythme du pinceau dans leur création. Ici, le calligraphe a voulu rendre le charme de la plus ancienne inscription lapidaire chinoise, les tambours de pierre, datant environ du moins 5e au moins 3e siècle. Le quadrillage de cette œuvre met en valeur les proportions, la densité des caractères, la répartition des blancs. Les deux sceaux illustrent encore l'architecture de chaque signe. Les lettrés de la fin des Ming cultiveront les sceaux dits des Qin et des Han, transmis par les recueils d'empreintes originales à partir de 1572. Ce riche corpus, offrant des choix graphiques et une variété de principes de composition, nourrit la création jusqu'à nos jours. Par la suite, les progrès de l'archéologie scientifique et de la paléographie, à partir de l'ère Qianlong, 1736-1795, stimuleront l'inspiration des graveurs qui chercheront hors des sceaux une inspiration pour les cacher. Mobilisant les graphies comme le charme particulier des bronzes, des céramiques, des stèles, des inscriptions sur os des Shang, enfin, à la fin du XXe siècle, ceux des manuscrits des royaumes combattants au Han. La constitution d'un corpus suffisant d'inscriptions détermine souvent un nouvel engouement, une évolution des références et des sensibilités. Si la richesse des variantes plus ou moins complexes est tirée en longueur ou en largeur d'un même caractère, la possibilité d'imbriquer les graphies, les sens de lecture variés, donne aux graveurs une grande liberté. Ces choix doivent rester fidèles aux principes fondamentaux de l'écriture et aux sources épigraphiques authentiques. Par ailleurs, le créateur doit fuir l'ornement, l'artifice, le factice. Un sceau doit rester fidèle aux notions de naturel, de sobriété, de rusticité à l'image de l'antique, donnant à l'œuvre un aspect usé, ébréché, de la pièce archéologique ayant subi le passage du temps. Brisures et éclats permettent encore de moduler la distribution de l'espace sur un cachet. Les sceaux sont gravés soit en creux, donnant des caractères blancs sur fond rouge, soit en relief, donnant des caractères rouges sur fond blanc. Et ceci détermine encore la composition. Les traits en intaille tendent vers l'épaisseur et un aspect anguleux, ceux en camé sont plus déliés et visent à la finesse élégante. Si la calligraphie et la peinture laissent une place à une densité variable de l'encre, donc du noir dans chaque trait, l'empreinte d'un sceau est théoriquement d'une couleur absolument uniforme, opposant les vides blancs à un pourpre uni. Les espaces d'un cachet en relief trouvent encore des prolongements à l'extérieur de la bordure, mais les aplats rouges d'un sceau en creux restent bien circonscrits. Vides et pleins ne viennent jamais seuls. Si l'un domine, il doit trouver des échos ailleurs dans le sceau, mais jamais symétriques ni de même importance. Ainsi en a-t-on ordinairement trois, et éventuellement d'autres, plus petits, les faisant mieux ressortir encore. L'importance et la répartition des vides répondent au projet général du sceau, l'ensemble de la légende, à la cohérence de chacun des caractères. Vu leur structure plus dense en haut, l'espace se concentre souvent dans leur partie inférieure. La bordure d'un cachet en relief sera plus épaisse en bas pour contraster avec l'espace laissé au-dessus. L'art siginaire requiert la pleine possession des moyens du praticien des arts graphiques, la maîtrise de tous les effets du burin, répondant au maniement du pinceau, mais encore le sens calligraphique, qui consiste à appréhender la logique interne et l'équilibre des caractères vus individuellement, et enfin la compréhension accomplie des graphies archaïques, de leur style, de leurs proportions. Ces principes constituent les secrets de l'art de répartir le rouge et disposer le blanc dans un cachet réussi. Dès l'Antiquité, les fondeurs et graveurs de sceaux ont su viser une harmonie d'ensemble, un équilibre éloigné de la symétrie. En 1300, l'un des premiers textes théoriques de l'art sigillaire
Donc, en pressant, l'un des premiers textes théoriques sur l'art sigillaire insiste déjà sur la notion de vide devant être sciemment laissé, légitimant un tel choix par sa présence sur les sceaux des Tsin et des Han. Totalement intégré à la culture lettrée au tournant du XVIIe siècle, l'art sigillaire développe sa théorie et vise à mieux définir ses concepts. Je cite, « La composition désigne l'art de disposer la légende d'un sceau. Prendre modèle sur les cachets de l'Antiquité permet d'en saisir les secrets. Maîtriser les 6 principes de composition des caractères et les 8 styles archaïques, intégrer le nombre des signes, une gravure en creux ou en relief, la taille du sceau, la densité des traits, l'ingéniosité de la répartition de l'espace imparti à chaque caractère, tout doit se fonder sur des normes. On commence à en posséder l'essence quand tous ces éléments s'équilibrent de manière attrayante, unis par une même énergie sans obstacle. » Deng San-mu, 1898-1963, l'un des graveurs majeurs de sa génération, ordonne les principes de composition sous 14 rubriques dans les années 30. Wang Beiyue, 1926-2006, diffuseur de l'art sigillaire à Taïwan, les ramène à 12 en 85, et c'est celles qui apparaissent à l'écran. Ces principes juxtaposent des notions d'apparence antithétique, comme espace et densité, shumi, extension et réduction, nuozhang, séparer ou unir, li-he. Leur opposition est complémentaire et vise à l'équilibre des contraires. De fait, il s'agit de jouer de l'épaisseur des traits, de l'espace occupé par chaque caractère, de leur complexité variable, pour gérer vides et pleins. L'ajout ou non de lignes et quadrillages, tout comme le traitement de la bordure, sont entièrement intégrés au procédé d'organisation des espaces. Ces principes complémentaires plus que théories abstraites, ces conventions plus que règles impératives, font de la composition d'un cachet un art tout d'exécution. Aussi le recours aux exemples est-il indispensable à leur appréhension. Ainsi seront commentés 7 sceaux représentatifs d'artistes et de styles différents, particulièrement parlant dans leur art de jouer des vides et des pleins, aboutissant à des espaces à y faire galoper un cheval, à une densité à y faire passer un souffle de vent. Dans l'espace limité de cette communication, on a choisi quelques exemples illustrant la variété dans la typologie des légendes, le côté pictural de la composition, la complexité variable des graphies, leur imbrication, la gestion des bordures, l'usage d'espaces réduits dans un style aux graphies denses. Pour l'intelligence de la description d'un sceau, chacun d'eux est donné en 2 versions. L'empreinte rouge telle qu'imprimée vient d'abord rendre la physionomie générale du cachet. Dans la seconde, en noir et blanc, les espaces sont mis en valeur. En noir pour les cachets en creux, en blanc pour ceux en relief. La composition de ce sceau se rapproche si bien de celle d'une peinture qu'on peut visualiser un paysage qui en serait tiré. Le grand vide médian est contrebalancé par 2 plus petits en bas à gauche et au milieu de l'espace. Ce cachet en creux a tout le grandiose, la générosité du trait des sceaux de l'époque des Han. Les vides, jamais laissés au hasard, allègent les 2 caractères de droite, très complexes, et sont un écho indispensable à celui de gauche. Le choix délibéré de la graphie abrégée de tu demeure, souligne encore les espaces que laisse un caractère simple, occupant cependant la moitié de l'espace. Il présente l'intérêt de ne pas encombrer la partie basse du caractère, réduite à ses traits verticaux. La graphie plus complexe n'aurait laissé qu'un petit vide étriqué. La multiplication d'espaces trop semblables sur l'ensemble du sceau aurait engendré l'ennui. Ce sceau en relief révèle la maturité atteinte par l'art de Wu Changshi, alors âgé de 43 ans,
art marqué par les tambours de pierre, les sceaux des Qin et les inscriptions des Han sur tuiles et poteries. Wu Changshi n'a pas laissé d'écrits théoriques, mais les quelques 2100 sceaux qu'il a gravés montrent comment il agit en pionnier de la totale intégration des quadrillages et du traitement de la bordure dans la répartition des espaces. L'originalité de la composition repose sur la concentration des graphies dans le milieu de la hauteur du sceau, contrebalancée par les épaisses bordures supérieures et inférieures. Celles de droite et de gauche, allégées par des brisures, conservent néanmoins une présence qui atténue les lignes horizontales à droite et recrée une verticalité à gauche. L'espace du haut est contrebalancé par les deux vides irréguliers du bas. Disciple de Wu Changshi, Zhao Shi tira le style de son maître vers plus de puissance affranchie et anguleuse. La bordure apparaît ici dans toute sa force. Inspirée de l'épaisseur de celle des cachets des royaumes combattants, comme des empreintes sur argile des Qin et des Han, elle s'impose sans écraser. Brisures et piquetis l'allègent quand elle serait trop lourde, ce que permettent les graphies relativement simples dont elle contient l'énergie. Le souffle de l'œuvre, confiné dans ses limites en haut à gauche ainsi qu'en bas, s'échappe par des ouvertures bien pensées à gauche et à droite. À deux espaces à peu près carrés, en haut à droite, répondent une vague et son déferlement en bas. Ce cachet se réfère aux manuscrits sur bois et bambou des royaumes combattants découverts en quantité à partir du milieu du XXe siècle et dont les formes graphiques sont intégrées au sceau depuis une 50aine d'années. L'essentiel de l'espace se concentre dans le milieu de l'œuvre, mais de manière vivante. Un vide en équerre occupe l'intervalle entre le premier caractère, Huang, le nom de famille, et le troisième, Yu, deuxième du prénom. Il trouve son pendant en un arc de cercle s'élargissant sur la droite, à gauche du deuxième signe, Yang, premier du prénom, et sous le dernier, Si, So. La quasi-absence de bordure à gauche de Yu lui donne du champ, prolonge un blanc vers l'extérieur et trouve un petit faire-valoir en haut à droite de Huang. Ce cachet, prenant le parti de la régularité structurée aux traits épais des sceaux des Han, n'emménage pas moins ces espaces dans le haut du premier caractère, Han, en bas du second, Dan, et en bas à droite du troisième, Sue, Singé. Un soin a encore été apporté à la différence de la forme des vides. Un sceau banal aurait cherché à combler tous les vides, engendrant la monotonie. Ce cachet s'inspire à la fois des sceaux de l'époque Han et des lettres art déco. Il montre qu'il est tout à fait possible d'appliquer les principes de la répartition des espaces au caractère latin. Ce cachet ménage ses effets au-dessus du B, en haut et à droite des deux L et sous le G. Ainsi, la gestion des vides à l'intérieur d'un espace bien délimité est-elle un élément fondamental de l'art sigillaire. Il cherche à surprendre, mais doit aussi se garder de l'excentricité, de l'ennui comme du forcé. C'est l'expression de l'équilibre, de l'harmonie entre notions qu'il faut associer autant qu'opposer. La petite taille de l'œuvre impose d'y laisser de vastes étendues, de s'attacher à digérer, à triturer des principes généraux plutôt qu'à appliquer des règles formelles. Voué à fondre style, composition et maniement du burin dans un même creuset, applicable à d'autres écritures, cette pratique pourrait bien inspirer les graphistes et graffeurs hors du monde sinisé. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Donc, je voulais aujourd'hui. Je dois dire que lorsque Marianne, que je remercie de m'avoir proposé de participer, j'étais un petit peu
sceptique au départ, parce que je me disais que je n'allais pas reparler à nouveau du vide, de l'esthétique du vide, et de ces images sont où un tiers de l'image est laissé vide. Évidemment, beaucoup, surtout l'aspect suggestif, etc., allusif de ces compositions. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Je ne reviendrai pas dessus. De même, je n'ai pas envie de reparler du vide des peintures de Juda, le vide d'espaces de rencontres, etc. Tout ce dont François Tchain a déjà beaucoup parlé. Et je pense surtout que cette question du vide, qui est très présente dans les textes d'esthétique, etc., est si présente en Chine parce qu'en fait, le vide a beaucoup moins de place qu'on le croit. Et que la tendance d'un peintre n'est pas d'aller vers le vide. Et il me semble que l'évolution de la peinture chinoise au XXe siècle confirme tout à fait cette tendance. Je cite ici, je montre ici une peinture de Fubao-Shi conservée au musée de Chomsky. De même, dans la peinture classique, on trouve plus de peintures comme celle-ci, très pleines, que de peintures vides. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a été dit sur l'esthétique du vide est insensé, au contraire, hein, ça reste tout à fait valable, mais il ne faudrait surtout pas en faire une généralité. Une peinture comme celle-ci, en fait, est très pleine et procède par un découpage. Il s'agit de rompre, de couper dans l'espace réel. Et c'est pour ça que... peut-être que vous voyez ma souris, bon. Donc, vous voyez, tous les motifs sont en fait coupés en partie haute, de sorte à extraire en fait un morceau du paysage. On a ici seulement la base de ce pin. Le rocher est également incomplet, les chrysanthèmes également. Et cette extraction, cette rupture avec l'environnement permet d'empêcher l'identification de ce paysage, empêche d'y voir un jardin en particulier et permet de le rendre plus allusif, et ici d'en faire une référence à Tao Yuanming et à un texte littéraire qui s'appelle Le Chant du Retour, ici mentionné. En fait, en quelque sorte, l'espace vide est repoussé à l'extérieur de l'œuvre. Et c'est ça qui, ici, fait fonctionner l'œuvre. Mais plus concrètement, je voudrais aujourd'hui revenir sur des œuvres très pleines, justement, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, qui sont les rouleaux narratifs, donc qui racontent des histoires. L'intérêt des œuvres narratives, c'est qu'elles racontent des histoires et que donc on peut aisément savoir de quoi elles parlent, également aisément comparer un texte avec une image. Ça donne des repères assez évidents pour notre analyse. Deuxièmement, je viendrai sur d'autres images, non narratives mais multiséquentielles, et je terminerai par vous présenter quelques questions autour de la perspective temporelle dans des œuvres non historiées. Alors, qu'est-ce qu'une peinture narrative? Voilà un exemple occidental. Donc, le sacrifice d'Isaac, vous avez sur une même image 3 moments de l'histoire qui sont représentés, et le lien temporel dans cette histoire se fait par la présence récurrente du personnage principal, ici 3 fois. Ces œuvres narratives s'opposent bien sûr aux œuvres historiées, qui font référence à l'histoire, mais n'en présentent jamais la totalité, ne présentant qu'un moment repris de l'histoire. Alors, ces œuvres narratives, bien sûr, comme dans toutes les civilisations, apparaissent très tôt en Chine. J'aurais peut-être d'ailleurs pu choisir un exemple plus ancien. On voit bien ici, sur cette brique funéraire, comment les choses fonctionnent. En fait, c'est le paysage qui permet de découper dans l'espace des alvéoles. Chaque montagne est une alvéole, et dans chacune de ces alvéoles se présente une scène. C'est les 3 scènes du premier plan qui nous intéressent ici,
qui montre en fait l'extraction du sel dans une mine, le transport du sel à dos d'homme et ensuite l'évaporation de l'eau de ce sel sur des fourneaux ici. Donc ici, il n'y a pas un personnage principal qu'on pourrait reconnaître et qui nous permet de dire qu'il s'agit d'un développement narratif, c'est simplement la chronologie évidente de l'action qui est représentée ici en 3 épisodes. 3 épisodes qui sont donc en fait extraits, coupés du reste de l'histoire, et la composition montre bien. Alors, ce type de composition est en fait beaucoup plus difficilement identifiable qu'on ne le croit, parce que si on ne connaît pas l'histoire, si on ne sait pas de quoi il s'agit, on n'arrive jamais à savoir, à reconnaître la chronologie. Et d'ailleurs, le tout est d'autant plus brouillé que le paysage à l'extérieur présente également d'autres scènes qui n'ont rien à voir avec l'autre histoire, hein, des scènes de chasse notamment, et qui sont probablement ici plus conventionnelles. Donc l'espace est ici complètement segmenté en fait. C'est ce qu'on retrouve également dès les peintures les plus anciennes de la tradition sur rouleau, sur les œuvres mobiles, comme ici le célèbre rouleau des admonitions de la préceptrice du palais conservé au British Museum, qui en fait représente un texte littéraire découpé en plusieurs scènes. Donc vous en voyez une ici, une seconde là, et voyez le texte alterne, c'est-à-dire qu'on représente d'abord l'image, puis le passage du texte qui est représenté, et ainsi de suite. Donc ici, au contraire de ce que j'ai montré, il n'y a pas de lien entre la première image et la deuxième, la troisième, etc. Le seul lien entre ces images, c'est que ce sont des anecdotes tirées d'un même texte. C'est donc simplement la mise en image d'un texte littéraire, et le lien ne se fait que par le texte. Alors, il s'agit en fait de conseils et de modèles de vertu. Donc ici, par exemple, on montre comment une dame du palais s'est interposée entre un ours et l'empereur pour protéger l'empereur. Encore ici une scène de la famille impériale. Et puis également, vous voyez, donc des anecdotes, des conseils, et également une allégorie, hein, cette montagne qui en fait est une représentation de la gloire et du côté éphémère de la gloire. Tout peut s'effondrer d'un instant à l'autre, nous dit le texte. Donc l'image sert à des choses très différentes et se présente comme une succession d'éléments assez disparates s'ils ne sont pas rattachés par le texte. Et j'en veux pour preuve la dernière scène de cette peinture où c'est un portrait de l'auteur, c'est l'admonitrice du palais, qui écrit le texte donc pour donner ses conseils aux dames du palais. Donc, vous voyez, c'est simplement chaque passage du texte qui est mis en image. Les choses changent un petit peu avec un autre rouleau extrêmement connu, extrêmement fondateur, la nymphe de la rivière Luo. Ici, dans la version de Beijing, il y en a une autre conservée à Shenyang. Et celle de Shenyang a l'avantage de présenter également le texte en regard des scènes. Donc là, alors, c'est une histoire ici qui est présentée de façon continue, dans un paysage continu. Et le texte, à l'inverse de la composition qu'on a vue à l'instant, sert au contraire à couper les images, à indiquer les moments de l'histoire. Alors, voici la première scène. On a le héros ici, Cao Zhi, qui rencontre la déesse, ici, malheureusement très effacée, et donc il voit la déesse, c'est le premier regard, et le prince ici décrit la beauté de cette déesse par une suite d'images. Elle est belle comme un dragon en ébats, comme le lever du soleil, vous ne le voyez pas ici, comme
peint au printemps également, comme un lotus sorti de l'eau, etc. Et toutes ces images sont représentées de façon littérale dans le texte, venant en quelque sorte interrompre à chaque fois la narration, c'est-à-dire on interrompt, c'est comme une pause dans le discours à chaque élément. Et la pause est d'autant mieux marquée qu'à chaque fois, le texte accompagne le motif. La continuité de la représentation est assurée par le paysage, qui est tout du long, d'un bout à l'autre du rouleau, continu. Vous voyez ici au premier plan en particulier. Mais là encore, le texte vient interrompre pour marquer la scène suivante. Ici. Et dans une même scène, en particulier celle-ci, où c'est le moment d'échange entre la déesse et le prince offre un bijou à la déesse, le texte est complètement rejeté de la scène pour justement avoir une plus grande unité dans cette représentation, une plus grande proximité entre les personnages. Et le texte réapparaît ici pour séparer de la scène suivante, mais également réapparaît ici dans la scène, dans cette scène, où c'est le moment où la déesse annonce son départ. Et le texte, ici soutenu par un arbre, sépare déjà de façon symbolique les deux personnages. Au moment du départ, ça devient encore plus évident, la déesse est déjà sur sa monture, le prince lui fait face, et tous les deux sont séparés par le texte. Le texte est découpé de façon très irrégulière. Vous avez de très longs passages, comme ici, et des grandes illustrations, comme ici le départ de la déesse sur son char, des grands développements peints, qui illustrent de toutes petites sections du texte. C'est encore plus vrai dans la dernière scène, lorsque le prince s'en va sur son char, qui représente, vous voyez, un tout petit texte. Bon, il y a une ligne de plus ici, mais en fait, c'est très court. Donc, tout ceci est un rapport du texte à l'image qui coupe, qui s'entrecoupe, qui interrompt. Et évidemment, ce n'est pas la totalité du texte qui est représentée, ce serait absolument impossible. Alors, cette tradition d'illustration continue dans la peinture chinoise coexiste avec une autre illustration, un autre type d'illustration discontinue, comme ici, le chant du retour, dans la version conservée à la Friar Gallery of Art, où vous avez la scène qui suit le passage du texte, et vous avez tout du long du rouleau une alternance de texte et de scènes peintes. Et donc, à chaque fois, la scène est en fait incomplète et se laisse deviner derrière la rupture. La continuité est assurée par le texte calligraphié entre les scènes. Alors, cette continuité dans les peintures narratives va s'affirmer davantage avec l'évacuation du texte, lorsque le texte va être complètement rejeté des œuvres, comme ici dans les peintures du récit de la source aux fleurs de pêcher. Ici, je vous montre une version tardive du XVIIIe siècle, mais qui est basée sur une iconographie du XIIIe siècle, bien plus ancienne. Donc, il s'agit de la découverte d'une vallée cachée par un pêcheur, émerveillé par les pêchers en fleurs, qui abandonne donc sa barque, pénètre dans la grotte et découvre une vallée cachée. Il va y rencontrer les villageois. On reconnaît le pêcheur ici parce qu'il tient toujours sa pagaie dans la main. Il déjeune avec certains villageois. Il porte toujours sa pagaie sur les genoux, même pendant le repas, pour être sûr d'être bien distingué. Donc voilà comment les images se suivent les unes des autres. Le paysage est continu, j'insiste sur ce point. Donc il y a un mouvement qui va de droite à gauche, naturellement, de la première scène,
suivante. On sent bien, par exemple, qu'ici, le personnage va continuer vers là, jusqu'à arriver à la scène suivante. Mais il y a une rupture dans ce mouvement au niveau de la seconde scène, puisque le pêcheur, notre héros, est absolument absent. Il n'est pas représenté ici. Et là où les images sont représentées en quelque sorte de profil, dans cette continuité, dans ce mouvement de droite à gauche, ici on a au contraire une représentation de face. Et en fait, cette scène, c'est la vue que le pêcheur a lorsqu'il sort de la grotte. Donc notre regard se confond à ce moment-là avec celui du pêcheur. Donc là, il y a une rupture très importante dans le mouvement entre cette scène et la suivante. L'autre rupture qui arrive dans la dernière scène de ce même rouleau est marquée non seulement par les rochers ici, par les arbres, mais également par la présence énigmatique d'un personnage, ici, au bord d'un gouffre, qui contemple une cascade. Et ce personnage, en fait, n'est pas expliqué par l'histoire. Toute la fin de l'histoire n'est pas représentée. Lorsque le pêcheur quitte les lieux, avec l'ordre de ne pas dévoiler l'endroit, ne pas en parler, alors qu'il se précipite chez le préfet pour se mettre en quête de retrouver l'endroit, toute cette partie n'est jamais représentée. Et à la place, on a cette scène énigmatique. Alors, c'est en comparant les différentes versions de l'histoire, un travail un petit peu philologique, que j'ai fini par comprendre qu'en fait, il s'agit d'illustrations de d'autres histoires qui sont dans les textes mises à la suite de l'histoire du récit de la source aux fleurs de pêcher. Donc on représente deux histoires en une, en fait. Et cette histoire n'est pas innocente, bien sûr, puisque cet homme cherche l'immortalité. Il n'arrive pas à l'atteindre. Et c'est ce qui permet de donner à l'ensemble du rouleau une interprétation voulant que les villageois cachés soient en fait des immortels qui habitent dans cette vallée depuis des centaines d'années. Donc, la rupture sert ici à donner du sens à l'image, en fait, à ajouter quelque chose, à passer à autre chose, à passer à un niveau de commentaire, en quelque sorte. On retrouve cette composition, vous voyez, ici dans une autre version, donc la scène du repas, la rupture du rocher et des arbres, et enfin le personnage. C'est assez systématique. Et la récurrence de la scène montre qu'elle a du sens, et que la rupture est volontairement donnée. Alors, je voudrais attirer votre attention sur cette autre œuvre qui a été, à mon sens, trop peu étudiée, la seconde ode à la falaise rouge de Xiao Zhongchang, conservée à Kansas City, qui est probablement une des plus belles œuvres narratives chinoises. Je vais vous la montrer en entier. Ça sera beaucoup plus parlant. Donc les rouleaux se lisent de droite à gauche. Ici, c'est la rencontre de trois amis qui veulent passer la nuit ensemble, aller se promener au clair de lune, et par chance, l'un d'entre eux a obtenu un poisson. Le poisson est ici, le pêcheur est là. Et ils s'en vont donc, retournent chez notre héros, Souche, pour chercher de l'alcool à boire pour accompagner ce poisson. C'est la scène qui est représentée ici. Alors vous voyez que les séparations entre les scènes se font ici par un pont, par des éléments du paysage qui est continu. Le texte est ici rejeté dans un coin, dans une place très secondaire, en général dans les rochers.
La séparation ici est encore très évidente, hein. Le rythme de cette peinture est très régulier. Et les trois amis se retrouvent donc à banqueter au bord du fleuve, ici, donc sur le site de la Falaise Rouge. Et l'un d'eux s'échappe, décide de monter sur la falaise, c'est ce qui est représenté ici. Donc vous voyez bien la scène qui est ici bien déterminée entre ces deux éléments rocheux. Et le personnage disparaît à la scène suivante, qui est pourtant bien délimitée là aussi, qui est une description d'arbre avec simplement 3 caractères inscrits ici à côté d'un arbre. Et à la scène suivante, également très bien annoncée par le texte en particulier, le personnage ne réapparaît toujours pas, c'est une description des vagues avec un nid d'épervier qui correspond au texte. Et enfin, les personnages vont réapparaître à la scène suivante, après cette séparation très marquée, ils rentrent, ils repartent en bateau, suivis par une grue. Les personnages, ensuite, ils rentrent dormir. Bon, là, ils ne dorment pas, ils semblent discuter plutôt. L'un d'eux dort dans son lit au fond ici. Je ne sais pas si vous voyez ça très bien. C'est très petit, hein. Et enfin, donc il rêve, l'histoire nous dit qu'il rêve d'un immortel, et qu'il rencontre un immortel, et donc il se relève pour essayer d'aller voir cet immortel. Donc l'image, les ruptures sont partout, hein, j'insiste pas sur cette structure, avec le texte qui ici n'aide pas à structurer l'image, pas du tout, c'est simplement des éléments pour mieux comprendre cette image. Voilà, et donc dans cette peinture, ce qui est énigmatique, c'est le fait d'avoir fait disparaître le personnage principal, d'avoir laissé cette description des arbres simplement, avec... voilà. Donc il y a une interruption ici, et cette interruption, encore une fois, est liée à l'insertion d'un commentaire, d'un travail de glose, vous allez voir même, qui est confirmé parce que dans les autres représentations de cette même histoire, le personnage ne disparaît pas. Il contemple les vagues. Et plus loin, le même personnage est à nouveau ici en train de contempler les vagues, hein, dans toutes les représentations. De même, ici, la rencontre avec l'immortel est représentée. Cette rencontre avec l'immortel, en fait, c'est le moment clé de l'histoire. C'est l'interprétation. En fait, c'est un moment où, par le rêve, grâce à cette promenade, il y a une découverte de l'immortalité. Et si on reprend le texte, d'abord, Souche ne reconnaît pas l'endroit, puis il se fraye un chemin parmi les herbes, puis, nous dit-on, il s'agenouille sur un tigre ou un léopard, puis il gravit, il monte sur le dos d'un dragon et se hisse ainsi jusqu'à un nid d'épervier. Voilà comment c'est précisé dans le texte. Les coupures que j'ai faites correspondent aux scènes de la peinture. Donc, première scène, ils arrivent sur les lieux. Deuxième scène, ils montent sur la falaise. Troisième scène, description des arbres. Quatrième scène, le nid d'épervier au-dessus de l'eau. Alors, comment interpréter ceci? Donc, on voit bien qu'il y a une volonté ici de mettre en suspens, de laisser attendre pour valoriser évidemment ce moment et ce nid d'épervier qui n'est par ailleurs représenté dans aucune autre illustration. En fait, c'est une glose sur le caractère immortalité qui peut être lue par décomposition pour donner la phrase suivante, selon le Shōhonjetsu, c'est-à-dire c'est un homme qui se hisse jusqu'au nid des oiseaux perché. L'immortalité, c'est ça. C'est l'homme qui va jusqu'au nid. Et cette phrase correspond exactement, en fait, à la phrase qu'il y a dans le texte, presque mot pour mot, d'où l'importance de valoriser ce motif et d'interrompre le discours narratif pour laisser place aux commentaires. C'est un peu précis, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Alors, dans les peintures narratives, cette
rupture entre les scènes peut être faite de façon très différente. Voilà une autre peinture également trop peu étudiée de Zhao Changyun, conservée au Met, où on voit très bien entre les deux scènes, nous avons les deux personnages principaux ici en randonnée dans les montagnes. La liaison entre les scènes se fait par le paysage continu, et notamment ce rocher ici, mais vous voyez très bien que vous avez deux perspectives différentes. Et c'est cette rupture dans les perspectives, rupture dans l'image, qui fait que vous avez une scène d'un côté, une scène de l'autre. Je voudrais maintenant arriver à d'autres types d'images qui ne sont pas narratives, pour vous montrer un petit peu la diversité et comment ces jeux d'interruption, de raccourcis, de suggestions peuvent se mettre en place également dans d'autres images. Je ne m'attarderai pas sur les peintures murales de Dunhuang, qui sont bien connues, où vous avez une assemblée du Bouddha au centre, et puis de part et d'autre des passages qui sont en fait des illustrations de sutras, ici le sutra du lotus, qui sont dispersés dans des sortes d'alvéoles formées dans le paysage. On voit très bien le découpage des différentes scènes, et ces scènes sont en fait libres entre elles, elles n'ont pas de lien explicite, contrairement aux exemples qu'on vient de voir. Alors voilà comment ça se présente, vous avez une scène. Et d'ailleurs, c'est tellement peu explicite qu'il y a des cartouches qui sont faites pour indiquer de quel passage il s'agit exactement. Voilà, vous voyez très bien le type de présentation, donc alvéolaire. Ce type de représentation se retrouve également sur des peintures mobiles, comme ici une peinture également issue des grottes de Dunhuang, mais sur soie, conservé au musée Guimet. Vous avez ici le Bodhisattva Avalokiteshvara et tout autour les illustrations des scènes tirées du sutra d'Avalokiteshvara qui présentent justement les différents pouvoirs de ce Bodhisattva et les différents miracles que le Bodhisattva permet d'accomplir, comme, alors on peut voir plus en détail, comme par exemple le fait d'éviter d'être empoisonné, d'éviter de tomber de falaise, éviter les voleurs également éviter les morsures de serpents, les tigres, etc. Donc, ce sont simplement des allusions, des fragments du texte qui sont dispersés autour de l'image centrale pour y faire référence. Et c'est ce procédé qu'on retrouve également dans les descriptions des rois des enfers, avec, vous voyez, le roi en jugement représenté ici, et ensuite les différents châtiments, les différentes punitions, les différentes tortures que l'on risque, qui sont représentées, séparées entre elles par des nuages. Les nuages servent ici d'éléments de séparation. Donc vous voyez, ce sont des images qui sont très pleines, il n'y a pas de place au vide réellement. Mais en fait, les séparations que sont les nuages, les interruptions dans l'image, permettent en fait une idée de perspective et une lecture de ces images en plusieurs stades. C'est ce qu'on retrouve donc ici, la même composition, le roi et les différentes tortures, notamment le fameux chaudron ici représenté. Alors, c'est ce type de représentation segmentée est très utilisé évidemment dans l'illustration de livres, et en partie ici vous avez un autre type d'illustration du Sutra d'Avalokiteshvara, donc avec par exemple le Bodhisattva ici qui sauve cet homme d'un incendie. Donc je voulais vous montrer également les peintures murales du Yongle-gong, qui sont en fait une multiplication de ce type d'illustration par vignette, c'est-à-dire des petits morceaux de l'histoire, les uns à côté des autres, ici développés à son maximum, puisqu'il y a 49 de ces vignettes pour raconter la vie
la vie de Lu Dongbin. Ah non, ici c'est la vie de Chongyang, pardon, Wang Chongyang. Donc, sur 160 mètres carrés quand même. Hein. Donc, ce principe de vignette, ici présenté dans un ordre chronologique, hein, c'est une hagiographie peinte en fait, va se développer énormément. Et là encore, les nuages jouent un rôle essentiel pour séparer les images entre elles. La naissance. Les nuages jouent aussi un autre rôle pour valoriser un personnage. Ici, c'est Wang Chongyang, le maître lui-même, le héros de cette hagiographie, qui est représenté, vous voyez, devant un nuage qui montre en quelque sorte la sainteté du personnage. Et qui l'extrait du paysage, qui le sépare de ce paysage, là encore. Hein. Le nuage sert à mettre en perspective, à couper ce personnage de l'image ordinaire qui l'entoure. Alors, j'en suis venu récemment à étudier un sutra du diamant qui est conservé au musée Guimet, un sutra illustré, une commande impériale de 1470. Un très beau manuscrit qui, en quelque sorte, présente le sutra, mais coupé par des illustrations qui sont insérées dans le texte principal. Des illustrations qui représentent les miracles que ce sutra est capable de faire. Alors, voici une des illustrations en double page ici, qui représente donc un des personnages essentiels pour la diffusion de ce sutra. Ici, c'est le moine Huiyuan avec l'empereur des Jin. Ici, vous avez une illustration également d'un de ces miracles. C'est un naufrage qui est représenté ici en partie basse. Et le moine Qianhui, qui était dans le navire, a été sauvé par une plante qui flottait miraculeusement sur l'eau. Et lorsqu'il est arrivé sur le rivage, il a découvert que dans cette plante, il y avait un exemplaire du Sutra du Diamant. Et toute sa vie, il a vécu donc fort vieux, et toute sa vie, il a conservé ce sutra avec lui. Et c'est ainsi que lorsqu'il est mort, les moines assemblés et les notables venus pour la cérémonie ont pu constater que le livre saint avait non seulement produit de la lumière multicolore, mais s'était encore élevé dans le ciel. Et là encore, vous voyez, les deux images, qui n'en forment qu'une, sont séparées par ce bandeau de nuages. D'une façon ici extrêmement habile, parce que non seulement c'est l'expression du miracle, dans la partie haute, très colorée, mais la partie basse, qui est la première partie de l'histoire, représente également un motif très commun dans l'imagerie, dans le vocabulaire bouddhique, c'est la mer de souffrance. C'est les souffrances des hommes qui ici sont mises en contraste avec les promesses de rédemption du ciel. Donc, l'image a à la fois assume à la fois ce côté narratif, elle reprend l'histoire en deux scènes, et en même temps, c'est une image qui donne un sens global au texte. Alors, ce qui est très étonnant dans ces illustrations, c'est la grande diversité avec laquelle les histoires sont représentées. Parfois en deux scènes, vous voyez ici le jugement de trois personnages qui ont détourné de l'argent public. On les retrouve ici en prison, et l'un d'eux voit apparaître un Vajrapani qui lui dit qu'il a modifié le jugement et qu'il pourra être libéré s'il soudoie le geôlier. Tout ça parce qu'évidemment, cet homme
connaissait le Sutra du diamant. Donc là aussi, les deux scènes sont mises en regard, séparées par une bande de nuages. Bande de nuages qui, ici, est d'ailleurs noire pour annoncer le malheur par opposition aux couleurs de la partie haute. Vous voyez une composition ici bien différente. Il ne s'agit plus d'une composition en bandeau, mais la séparation se fait toujours par les nuages, ici en forme de V. C'est un tailleur de pierre qui a été pris dans un éboulement de rochers et qui est resté emprisonné de ces rochers pendant 12 ans en méditation. Lorsque ces enfants ont repris le travail, 12 ans plus tard, ils ont retrouvé leur père bien vivant dans cette mine. Et évidemment, en sortant, le père a demandé à retrouver son exemplaire du Sutra du diamant. Et il s'est rendu compte que le Sutra était percé d'un trou qui était exactement de la taille de la galette qu'il avait reçue chaque jour lorsqu'il était dans la grotte. Autrement dit, c'est le Sutra qui l'a sauvé en le nourrissant de cette manière. Donc là encore, la séparation, vous voyez, n'est pas évidente. Et tout est formé comme un seul et même paysage. On a la même structure ici en 3 scènes. Un homme qui, ici, fuit des rebelles, saute dans un gouffre et rencontre un Vajrapani qui va le faire flotter dans les airs. Il a ensuite une vie heureuse, etc. Donc les 3 scènes sont là encore, séparées par des nuages multicolores. Bon. Les scènes peuvent être multipliées. Dans la plupart des exemples que je vous montre, elles se lisent de haut en bas, mais certaines pages se lisent de bas en haut. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Ici, on voit bien la distinction entre les 3 scènes. Donc, d'abord, le moine Lingyo est entendu par le roi des enfers pour réciter le sutra, et le roi des enfers lui révèle qu'il manque un passage au sutra. Il descend donc voir l'empereur, lui demande une mission pour retrouver le passage du sutra, qu'il retrouve dans un monastère gravé sur une stèle. Donc les 3 éléments, là encore, sont représentés, séparés par ces bandeaux de nuages. Mais, vous voyez, les choses peuvent être plus irrégulières. Vous voyez cet homme ici à la chasse, il aime la chasse, et à chaque fois qu'il rentre de la chasse, sa femme lui fait réciter un passage du Sutra du diamant. Et évidemment, un jour, il meurt, le roi des enfers cherche à le punir sévèrement, veut le mettre dans le chaudron, mais là, le greffier rappelle que sa femme lui a fait réciter le Sutra, et du coup, il ne lui verse qu'une louchée de bouillon sur le dos. Il revient dans la vie, malade bien sûr, il a mal au dos, on le soigne, et c'est ensuite... Vous voyez ici, le déroulement de l'histoire est irrégulier, on commence en haut, on poursuit vers le bas, et on remonte ensuite, et les nuages ne sont pas une séparation définitive, les éléments d'architecture peuvent servir également à interrompre le paysage et interrompre la temporalité de l'image. Ces images peuvent être extrêmement complexes, comme ici un développement en 9 scènes, un homme récite quotidiennement le sutra et un serpent vient l'écouter. Mais le voisin prend peur du serpent, le tue. Le serpent part en enfer, le voisin également, et donc le voisin en enfer subit le supplice d'être mordu sans cesse par ce serpent. L'homme intervient en rêve auprès de sa femme à qui il demande l'aide pour s'en sortir. Et alors la femme, trop pauvre, décide de vendre son fils pour pouvoir faire copier le sutra du diamant. C'est ce qui est présenté ici, on copie le sutra. Et ensuite, elle devient mendiante. Des années après, le fils va rechercher sa mère et s'enquérir de la présence de sa mère dans des monastères où toutes les femmes récitent le sutra du diamant. Et c'est à ce moment-là qu'il la retrouve. Il retrouve le contrat de vente. Sa mère, triste et pauvre, entre-temps, est devenue aveugle. Et lorsque le fils la retrouve,
il lui soigne les yeux et elle recouvre la vue. Donc, vous voyez, c'est une scène, là encore, extrêmement complexe, mais là encore, sans connaître l'histoire, et même avec les cartouches qui sont présentes ici à chaque scène, ce n'est pas le cas de toutes les illustrations, vous ne pouvez pas, en fait, comprendre cela. Donc, c'est une suite d'images interrompues, une suite de vignettes les unes avec les autres, mais en fait, la proximité de ces images brouille encore plus la lecture de cela. Alors, naturellement, en Chine aussi, on a des images historiées, c'est-à-dire où on représente juste un élément de la narration, comme ici, la falaise rouge, où on voit seulement les trois amis sur le bateau. Ça, c'est vraiment la chose la plus fréquente, c'est-à-dire qu'on ne représente pas l'avant ni l'après, on extrait un moment de l'histoire. Alors, maintenant, je voudrais vous parler d'œuvres non historiées pour poser des questions plus qu'y répondre. En fait, vous avez ici un des paysages fondateurs de la tradition chinoise, et vous voyez très bien qu'il y a des personnages. Il y a ici un bateau, il y a des personnages. A priori, ce paysage ne fait référence à aucune histoire connue, mais on sent qu'il se passe quelque chose. En fait, on sent qu'il y a un avant, il y a un après. On sent que le paysage est interrompu à droite et à gauche. C'est la même chose ici pour ce paysage où vous avez un groupe de cavaliers, des bateaux. Il se passe quelque chose dans le paysage. Alors, certains de ces paysages sont connus pour être des récits de voyage. C'est le cas de cette peinture de Shenzhou conservée au musée de Shanghai. Il n'y a pas spécialement un personnage de représenté, c'est-à-dire le peintre ne se représente pas littéralement dans son voyage, mais il représente la succession des paysages qu'il a rencontrés, paysages qui sont unis par le chemin que l'on va suivre tout du long du rouleau. Et c'est donc jusqu'à la fin, vous voyez le chemin. Et cette composition n'est ni plus ni moins la composition qu'on trouve dans presque tous les paysages en rouleaux horizontaux. Vous avez ici le chemin, et on le retrouve jusqu'à la fin, ici même accompagné de personnages qu'on pourrait très bien imaginer comme étant un seul personnage. Autrement dit, le déroulement de l'image quand on la regarde correspond à un mouvement de personnages dans l'histoire. On accompagne notre regard tout au long de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose de très général dans la peinture chinoise. Ici, c'est un paysage qui représente le monde des immortels, la grotte des immortels. Il n'y a a priori aucun élément narratif, aucune référence à une histoire en particulier, mais vous voyez la présence des nuages qui déterminent là encore des scènes. Et on est tout à fait tenté d'imaginer qu'il y a un passage entre cette première scène, la deuxième et la troisième. Ces ruptures, ces nuages, qu'on a souvent étudiés comme étant des vides simplement, avant d'être des vides, ce sont des ruptures dans l'image. Et c'est cette rupture qui donne à la fois la profondeur au paysage, mais qui donne aussi une temporalité à ces paysages. Si je prends un paysage comme celui-ci, très classique, de Wen Zhongming, donc un paysage vertical, vous devez le lire en fait en 3 scènes. Il y a une première scène en bas, une deuxième au milieu et une troisième en haut. Et à chaque fois, ça correspond à une perspective différente. Là, vous avez une contre-plongée, une vue de face et une vue avec une légère plongée. Donc, ces ruptures dans la perspective correspondent à des moments pour regarder l'œuvre. Ces œuvres sont trop grandes et ne correspondent pas au champ visuel. Donc on ne peut pas les regarder en une seule fois.
c'est la même chose, vous retrouvez la même composition en 3 parties ici, 1, 2 et 3, et vous voyez à chaque fois que la perspective est très évidente lorsqu'on coupe l'œuvre de cette manière. Alors, je m'interroge sur d'autres œuvres, et ça recoupe le travail que je fais pour comprendre les images, en fait. Je me dis qu'en fait, il est absolument impossible de comprendre quelles sont les interruptions, les narrations d'une image tant qu'on n'en comprend pas parfaitement le sujet. Voici une image très classique des sons du Sud, avec ce vide, et puis donc la description ici d'un bouvier avec un veau à gauche. Et bon, là, on sent très bien qu'il se passe quelque chose. Le jeune bouvier sur le dos du buffle attend que le veau traverse l'eau. Il hésite. On sent qu'il y a un avant, un après. Il y a un moment. Donc c'est juste une petite partie de cette histoire qui est représentée. Mais à quel point est-ce le cas? Alors, on en a beaucoup, des peintures de ce genre-là. Et vous voyez ici, l'action est même très présente. Le bouvier est en train de monter, de dompter, pour ainsi dire, le buffle. Et évidemment, ceci évoque immanquablement les histoires dans le bouddhisme Chan, zen en japonais, les histoires du dressage du buffle, qui sont en fait une métaphore pour comprendre comment contrôler son esprit, comment le travail de méditation doit se faire progressivement, étape par étape. Et il y a ce texte est en fait décrit en 10 scènes successives, vous en avez 2 ici, qui sont le début du dressage, et puis la soumission du buffle. Alors, ces histoires sont bien connues parce qu'elles sont conservées dans les textes bouddhiques, dans les canons bouddhiques chinois, mais elles sont également connues par des illustrations peintes conservées au Japon, accompagnées du texte, et donc on a 10 vues comme ceci. Et évidemment, lorsque on associe plusieurs de ces peintures de buffle ensemble, comme c'est le cas dans cette paire de peintures chinoises conservées au Japon, qui sont montées en parallèle en 2 rouleaux verticaux, eh bien, ça prend du sens par rapport au bouddhisme Chan, c'est-à-dire ces 2 étapes du dressage du buffle. Alors, la question consiste à se poser, vous voyez d'ailleurs la proximité des images, d'abord il est devant le buffle, puis il est sur le buffle. Est-ce que toutes les images de buffle, en fait, ont cette signification? Est-ce que toutes sont simplement extraites d'un plus large ensemble? Est-ce que toutes font allusion à ces histoires? Et il est important de comprendre l'image dans sa signification globale pour comprendre en fait que c'est juste un moment interrompu qui est représenté. Et je voudrais insister sur cette interruption. Et vous voyez que cette interruption de l'image, c'est en fait une interruption de la temporalité d'un récit. Et l'image vient en réponse à un commentaire dont on peut en fait difficilement se passer pour comprendre l'image. Je vous remercie.